Bonjour, juste avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les épisodes du format Hors les murs sont plutôt à écouter au casque ou en tout cas dans un lieu calme pour ne pas rater toute l'immersion sonore. Bonne écoute! Ce que j'aime expliquer au public, c'est qu'on n'était pas à cette époque-là, donc on ne peut pas savoir. Et surtout pour le style vestimentaire, c'est qu'on a potentiellement les modes qu'on avait comme si on regardait un magazine de mode aujourd'hui. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes peut-être déjà allés vous promener dans une des nombreuses fêtes médiévales de France et vous avez peut-être déjà rencontré ces drôles de personnes qui font de la reconstitution historique, habillées comme à l'époque médiévale et qui donnent en quelque sorte l'illusion d'avoir fait un voyage dans le temps. Eh bien, dans cet épisode, je vous propose de passer 24 heures, enfin presque, avec une de ces troupes de reconstitution, la confrérie du Cerbère. Je les ai rencontrés à Provins début juin 2023. Et Provins, c'est une petite ville à 1 heure de train au sud de Paris. Et Provins accueille chaque année depuis bientôt 40 ans une fête médiévale, c'est-à-dire un grand festival où on se replonge dans le Moyen-Âge avec des spectacles, des animations, des boutiques. Et dans la ville elle-même et ses rues médiévales parce que la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Mais dans cet épisode, donc, nous n'allons pas directement parler des fêtes médiévales, mais surtout de la reconstitution historique sous plein d'aspects. On va parler du combat, de la vie quotidienne, de la cuisine, des vêtements et bien d'autres choses encore. Mais aussi, et je trouve ça très important, on va parler de toute la réflexion qui est derrière cette volonté de reconstituer la vie au Moyen-Âge. On ne va pas entrer dans les détails de tout. Peut-être que certains d'entre vous seront frustrés, mais en fait, je voudrais vous proposer vraiment une vision d'ensemble de cette thématique, ce qui ne m'empêchera pas, peut-être, dans le futur, d'y consacrer un futur épisode pour revenir sur certaines thématiques. Alors, une petite précision aussi, dans cet épisode, je n'ai pas eu à rajouter de musique. D'habitude, j'aime bien faire ça, mais là, toute la musique que vous allez entendre dans l'épisode est soit celle qui était diffusée dans les haut-parleurs de la fête médiévale toute la journée, soit celle qui a été jouée par des musiciens itinérants. Alors, en arrivant à Provins, j'ai d'abord fait un petit tour de la fête médiévale et des plus de 300 artisans exposants avant de rejoindre la troupe. Alors, on est dans la collégiale de Provins. Bien sûr, pile au moment où je vais enregistrer, il y a un monde fou et il y a de la musique à commencer. Mais je suis tombée sur une tête que je connais. Coucou Jade. Coucou Fanny. Donc Jade, vous l'avez entendu il y a longtemps, non il y a quelques mois maintenant, c'est Jade du Miroir Fou. Alors Jade, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais ici en quelques mots ? Eh bien là je tiens mon stand d'illustration à la collégiale Saint-Quirias à Provins. Et voilà, il y a plein de gens, ça se passe super bien et je suis très contente, c'est la 2e année que je fais ça et voilà. Je suis trop contente de te voir, bonne fête alors. Et merci, tout pareil de te voir aussi. Bon, après être sortie de la collégiale, petite collation, et j'ai traversé toute la ville, et littéralement toute la ville, en partant de la collégiale pour rejoindre le rempart du Cours aux Bêtes qui est de l'autre côté de la ville, à côté de la porte de Jouy, et retenez son nom parce qu'il reviendra plus tard. Et j'ai donc rejoint la confrérie du Cerbère qui est donc constituée d'une dizaine de personnes installées dans un camp médiéval militaire avec plusieurs tentes sur plusieurs centaines de mètres carrés. Et là, je laisse Christophe, alias Baudouin de la Croix, vous en dire plus. Alors, la confrérie du Cerbère, donc on est une troupe militaire de Picardie, on va dire du nord de France, donc entre 1380 et 1410, donc en plein milieu de la guerre de 100 ans. Alors c'est une période qui est assez calme pendant la guerre de 100 ans, c'est un peu plus après que ça va commencer à dégénérer, et puis on va arriver avec Jeanne d'Arc, etc. Mais donc voilà, donc sur cet aspect-là, en fait, on veut faire voir aux gens qu'est-ce qu'était un campement militaire avec tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on reconstitue au niveau des Cerbères, quoi. Pourquoi la confrérie du Cerbère ? Parce que Cerbère, 3 têtes, et parce que cette compagnie a été créée par 3 familles. Le but premier, c'était vraiment de nous rassembler autour d'une passion commune qui était le médiéval. Donc au début, on était fin 13e, début 14. Après, on a glissé vers le mi-14. Et en fait, on a incorporé des historiens chez nous, qui avaient fait des histoires, qui ont, on va dire, un petit peu analysé
notre campement, nos armures, enfin voilà, un petit peu toute la globalité de ce qu'on faisait. Et voilà, ils nous ont dit, voilà, pour être vraiment pertinent dans ce qu'on fait, la confrérie du Cerbère, c'est 1380-1410. Parce que du coup, là, sur le camp, donc là à Provins, vous êtes une dizaine de personnes. Est-ce que du coup, vous avez une sorte de mini-scénario, une cohérence, une histoire en fait derrière le camp ? On représente un camp militaire. Qui dit militaire, donc martial, dit une certaine hiérarchie. La hiérarchie chez nous, elle est très très simple, en fin de compte. C'est que moi, je représente le noble, entre guillemets, le seigneur de la compagnie. Et en dessous, j'ai un sergent d'armes qui m'aide à aiguiller les troupes, etc., etc. Et les différents corps de métier à lesquels on a besoin. On va parler du forgeron, on va parler de la cuisine, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse manger. Et est-ce que tu peux nous présenter aussi le camp ? Qu'est-ce qu'on a autour de nous alors, et même au-dessus de nous, parce qu'on est dedans en fait, on est dans le camp là. Nous, le camp, alors il se compose de plusieurs manières. Donc là, effectivement, on est dans la tente commune, on va dire d'intendance, qui serait réservée aux maréchaux de camp, sergents et nobles. Le soldat de base se débrouille pour se faire à manger, se débrouille pour dormir, etc., etc. Après, on a une grande tente qui sert de curie. On appelait ça pas cuisine, on appelait ça une curie. Donc là, dans laquelle, effectivement, comme on va dire, on va préparer les mets, principalement pour moi. Faut le dire, non mais c'est tout. Mais là, en fait, dans la tente, tout le monde est ensemble. En fait, on garde cet aspect communautaire entre amis. C'est vrai que si on poussait la reconstitution à fond, je mangerais quasiment tout seul. C'est un peu dommage. Donc du coup, effectivement, la cuisine fait pour tout le monde. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. On prépare des mets médiévaux, avec fruits, légumes, viande, etc. qu'on pouvait trouver à l'époque. Ça, c'est très important pour le public, parce que des fois, on fait redécouvrir des légumes que les gens, ils savaient plus ou ils ne savaient pas. Après, au niveau du camp, on va avoir donc ma tente, donc la tente seigneuriale, qui est ouverte en exposition publique, parce que du coup on a reconstitué du mobilier, le lit, des coffres, etc., etc. Donc on a vraiment une tente de petits seigneurs, faut le dire, c'est petits seigneurs. Et puis après, alors on a beaucoup de tentes de soldats ou de sergents, parce que du coup c'est quand même des gens assez riches, parce qu'ils ont déjà des tentes. Et on a le forgeron, qui est un rôle primordial au niveau des campements militaires, parce que pourquoi ? Quand moi je rentrais, ou quand les hommes d'armes rentraient de bataille, à un moment donné, il y a peut-être des réparations à faire. Des rivets, retors détruits, des choses, des pièces d'armure, etc., etc. C'était quelqu'un qui est très important sur les camps. Pour ce week-end, la confrérie du Cerbère m'accueille donc très gentiment et me prête même une tente pour mettre mes affaires et dormir avec eux le soir. Mais par contre, pour pas faire tâche avec mes vêtements de 2023 dans leur beau campement, je dois enfiler une robe à la mode médiévale en laine qui est prêtée par Mélissa, alias Blanche, la femme de Baudouin. Et pour rappel, ce week-end-là, il faisait plus de 30 degrés. Tu vas avoir chaud. Mais j'ai déjà chaud. Bon, bien que la laine, ça isole quand même assez bien à la fois de la chaleur et du froid. Est-ce que tu peux juste décrire où est-ce qu'on est là ? Alors donc là, on est dans la tente du Seigneur. On peut voir un grand lit à baldaquin, avec le bureau et puis tout le mobilier que l'on pouvait transporter à l'époque quand les combattants partaient en campagne. Donc voilà, tous les habits sont rangés dans des grands coffres et on a tous nos costumes dans les coffres. Je vais mettre des manches longues. Des manches longues, tout à fait. Oh là là. En laine. Oh mon Dieu. Voilà. Et donc cette robe, ça s'appelle une cotte hardie. Donc si on peut la décrire, c'est une robe qui est assez près du corps, au point de vue des manches, le buste. Et ça commence à s'évaser un petit peu à partir de la taille. Jusqu'en bas. Elle est longue jusqu'aux pieds, boutonnée sur le devant et sur les manches. Il y a des poches ou pas ? Il n'y a pas de poche. Bon, let's go. Voilà, je te laisse Merci. te changer. Oh là là. Qu'est-ce que je ferais pas pour ce podcast ? Ah bah oui. C'est sympa, ça met En plus c'est lourd, mon Dieu. Ah oui. Et puis celle-ci elle est doublée là. Je comprends pourquoi tu t'actives pas beaucoup. Ah oui, non, c'est ce matin j'ai passé la matinée à cuisiner. Donc auprès du feu c'est l'horreur. Oui, non mais là, et puis oh là là.
Elle me va très bien au niveau de la taille, même oui, je suis large dedans. Ça va, nickel. Ah, super. Ouais. Tiens, je te donne le sac. Ouais, mais c'est bon, C'est tu bon peux ouvrir. Tu es descente. Je suis descendue. J'enlève ma montre, allez, comme ça je me mets en mode full. Hop, hop, alors je reprends tout ça. Alors, je vais aller du coup poser ce dont j'ai pas besoin. Alors sinon, donc en fait, le petit groupe de gens, c'est des auditeurs à moi qui sont venus. Ah, Donc c'est là, cool. voilà, je les rencontre pour la première fois et en fait, comme j'ai fait un mini meet-up à la collégiale, donc là ils m'ont suivi. Trop bien. Là, ils vont me voir en tenue. Merci. Avec les deux couleurs. En plus, c'est mes couleurs préférées, donc je suis trop contente. Moi, j'avais posé ça et du coup, pour prendre que. Ah bah voilà, c'est c'est beaucoup mieux. nickel, c'est nickel, parfait. Ah bah oui, là vous ressemblez à quelque chose d'époque. Je fais ce que je peux. Et d'ailleurs, j'ai une question assez importante à leur poser, que vous vous posez peut-être aussi, et Christophe et Hugo m'ont répondu. Il y a peut-être des gens qui se demandent à quoi ça sert d'avoir un camp de reconstitution médiévale dans une fête médiévale, parce qu'en soi, vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, à quoi ça sert? C'est l'immersion. Je pense que quand les gens ils arrivent sur un camp, quand ils n'ont pas toujours un lieu comme celui-ci, comme Provins, où il y a des remparts, il y a un château, etc. Et je pense que quand ils arrivent sur un camp comme ça, la première chose qu'ils se disent c'est « Ah ouais, c'était comme ça en fait ». Ça s'est passé comme ça, ils vivaient comme ça, ils ont les costumes, il y a les tentes, il y a la vie quotidienne, la cuisine, comment ils se comportaient, etc. C'est l'immersion totale. C'est ça, je pense que c'est pour poser un cadre aussi dans un contexte général en fait, pour inviter les gens à vraiment se plonger à l'époque, comme on pourrait voir dans les films ou des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment, on est le décor, on peut parler comme ça, on fait le décor, mais vivant. Du coup, on a le décor vivant, quoi. Bon, au moins c'est clair. Bon, on n'a pas trop le temps de discuter parce que, en ce samedi après-midi, une bataille se prépare. En effet, en plus de la présentation de la vie de campement militaire à la fin du Moyen-Âge et de la vie quotidienne, la confrérie du Cerbère offre aux spectateurs et spectatrices une démonstration de combat accompagnée de d'autres troupes de Provins. On retrouve donc Christophe et Hugo se préparer et s'habiller avec l'aide des autres personnes de la confrérie. Là, c'est bien? Parfait. Ah, et me voilà plus 45,7 degrés. Alors là, on va reconstituer, représenter une attaque de porte avec d'autres compagnies, donc avec qui on a l'habitude de combattre. Donc on est assez en confiance au niveau de chacun. Et au niveau de l'équipement, surtout, c'est très important. Du coup, le but, c'est de taper sur les copains. On va être une petite quinzaine à peu près, un truc comme ça. Ouais. On va s'amuser pendant 30-45 minutes. Voilà, sachant que nous, on arrive à faire des batailles où on reste en armure pendant plus de 4 heures, quoi. Et malheureusement, il arrive que malgré les porteurs d'eau, malgré les secours, des fois on a des insolations, on a des trucs comme ça. Très important. Il y a eu des recherches qui ont été faites, donc surtout à Azincourt, donc une bataille importante dans le nord de la France. Défaite, Oui. C'est une bataille avant d'être une défaite déjà. Voilà. Et en fait, ils ont retrouvé qu'il y avait des chevaliers, enfin on va dire des chevaliers, des nobles, en tout cas en armure complète, qui sont morts avant la bataille d'Asphyxie. En fait, il faut savoir que dans les casques, on arrive à atteindre des températures à plus de 60 degrés. Donc la respiration est très importante, l'hydratation est très importante, etc., etc. Donc on essaie de faire ça. Vu qu'on aime bien notre loisir, on essaie de le faire en sécurité. Puis bon, on n'est plus tout jeune, malheureusement. Oh, ça s'entend pas du tout. Bon, pour vous imaginer un petit peu, donc j'ai une armure de noble, parce que j'ai de l'armure des orteils jusqu'en haut. Et donc je suis à plus de 40 kg d'armure. Il faut savoir que les armures étaient faites sur mesure, donc uniques. On est très peu gêné dans nos mouvements, c'est-à-dire que la légende du chevalier qui tombe à terre, qui est mort, c'est pas vrai. On se relève très rapidement. Et comme ça, on peut vraiment taper sur le mec d'en face. Je m'appelle Jean II de Saint-Priest. Je suis le sergent d'armes de Monseigneur Baudouin de la Croix. Et donc là, je suis habillé complètement en armure avec une chapelle de fer, un gorgerin, un plastron, mes jambes et mes bras. Et simplement, on va défendre l'honneur du Seigneur. On va combattre vaillamment. Tout ça pour défendre la porte de Jouy de Provins. Oui, c'est pour ça que là, on t'entend pas très bien. Effectivement, tu as le gorgeron, c'est ça? Un gorgerin, c'est ça. Effectivement, on m'entend pas très bien. Sinon, je peux bloquer complètement. Non, effectivement, on m'entend pas très bien. Alors là, il faut savoir que moi, j'ai de la chance, je respire quand même bien parce que j'ai donc le chapelle qui est au-dessus
et le gorgère, qui sont deux pièces bien distinctes. On va retrouver certains casques comme Baudouin ou autres qui vont avoir un casque complètement fermé et là on ne respire plus du tout. On ne nous entend pas et on n'entend rien. Qui veut une brochette? Voilà, donc celle-là on l'appelle Bertha. Parce qu'elle est mignonne mais elle est très lourde et elle fait très mal. Non, c'est vrai qu'on donne des petits prénoms à nos épées. C'est vrai que c'est ça. Parce que bon, on s'en sert tellement souvent que on s'y attache peut-être même plus qu'à nos... Non, je rigole. Et tu confirmes qu'elles sont légères, les épées? Alors les épées, oui, alors, bien sûr. Alors non, on est loin des standards où on disait ouais, les épées ça fait 10 kg, 20 kg, c'est pas possible. Non, moi mon épée c'est une des plus lourdes, elle fait moins de 3 kg. Voilà. Une épée à une main, on va osciller entre 800 grammes et 1,2 kg. Les épées bâtardes, voilà, on augmente de 300-400 grammes. Les épées à deux mains, voilà, on va approcher des 2 kg, 2,5 kg, 2,8 kg. C'est quasiment une des plus lourdes, quoi. Voilà, non, c'est des armes. En plus, là, c'est des armes de compétition non tranchantes, non pointues, d'accord. Bon, parce que bon, on s'aime bien en fait, on se tape dessus, mais on s'aime bien quand même, donc on évite de se tuer. Et par contre, voilà, quand on voit la tranche de l'épée, on voit qu'elle a été beaucoup frappée, etc., etc. Non, c'est des épées faites exprès, quoi. Qu'on commande souvent. Alors, on a beaucoup d'artisans en France, mais aussi il y a beaucoup d'artisans dans les pays de l'Est parce que c'est beaucoup plus répandu, enfin, en tout cas les sports médiévaux sont beaucoup plus répandus dans les pays de l'Est, l'Ukraine, la Pologne, la Russie, etc. Donc voilà, ils sont beaucoup plus, plus de grosses méthodes, les épées sont fiables. Parce que forcément une épée qui casse ça peut arriver, hein, ça reste de la forge. Donc, et là c'est très dangereux aussi, ça peut être très dangereux. Mais voilà, donc celle-là elle a 10 ans. Elle m'a jamais lâché, donc je pense que ça va continuer. Bon, bah là, t'es prêt du coup? Ouais, là on va y aller, on va aller rejoindre les copains. On va se mettre en place pour le petit scénario entre nous et puis mettre le casque et se taper dessus. Voilà. Donc bonne bataille. Merci. Ils vont se battre, oui. Donc là, les combattants sont en train de se mettre en place. Il y a un grand espace qui a été dégagé pour être sûr que le public ne gêne pas. Et il y a clairement deux camps qui commencent à se regarder. Mesdames, les seigneurs, mademoiselles, mesdamoiseaux, la compagnie des rôdeurs de l'Odon va vous présenter une démonstration de combat avec les cerbères, les sans-couronnes. Pendant ce combat, quelques règles de sécurité simples. Personne ne traverse le champ de bataille. On a l'armure. On a l'adrénaline, on fera pas attention à vous. Si vous vous souvenez, vous allez partir en tête, vous restez à vos places. Contextualisez la bataille. Le duc de Bourgogne ici présent. Le seigneur de Bourgogne a un litige avec le seigneur de Provins. Celui-ci refuse de payer la taxe. Et Provins reste avec ce duc. Il est en gilet jaune. Choisissez votre camp. Ils se mettent face à face. On en a 6 d'un côté, 6 de l'autre. Ça se regarde. La bataille va commencer. Je suis seigneur de Provins, bienvenue sur mes terres. On va reprendre Tigonier de chiens païens. En avant. Qui se battent en général par deux. Oh la vache. Super
Est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe? Voilà, apparemment, c'est une bataille qui a été intense et très, très, comment dire, très légère. Mais et véridique, parce qu'on voit bien que la personne, elle en peut plus, la personne. Là. On imagine les combats à l'époque qui duraient des journées, voire des nuits, parce qu'en fin de compte, il devait avoir à la fin un gagnant. Et on se rend compte maintenant, en espace de quoi, ils ont fait un combat 10 minutes, ils sont HS, ces hommes. On imagine à l'époque comment ça va être barbare. Là, la bataille est finie et plein de gens viennent poser des questions aux personnes ou aux combattants qui répondent en général oui, qui répondent avec plaisir et tout. Il y a beaucoup de questions sur le poids des armures, sur combien ça coûte aussi. Et on voit qu'effectivement, ça passionne les gens. Ça finançait les armées. Oui. Oui, c'est vrai, il y avait les rançons à l'époque. Et ouais. C'est vrai. Et ouais. Donc en plus d'être le mieux armuré, c'est moi qui allais moins me battre. C'est ça. Ah ouais. C'est le paradoxe quoi. Alors comment ça s'est passé? Très bien, tous fair play, très très bien passé. C'était court, on essaye de faire court forcément, il y a beaucoup de public. Intense, beaucoup d'adrénaline et toujours comme d'habitude des cascades impressionnantes. Oui, il y en a un là qui s'est pris une gouttière. Donc... Ouais. Bon, à la rigueur, je pense que la gouttière a eu plus mal que lui. Mais non, c'est vrai qu'on se retrouve des fois dans des positions très inconfortables dans le combat. Déjà, bon, on est assez mobile, mais on est quand même un petit peu handicapé du fait qu'on ait l'armure. Et c'est vrai qu'au moindre crochetage, à la moindre balayette ou quoi qu'il arrive, on se retrouve au sol en moins de 2 minutes, moins de 2 secondes même. Et à quel point est-ce que c'est scénarisé là ce que vous avez fait? Alors, c'est scénarisé sur la partie histoire. Donc on va créer une histoire, un contexte à la bataille pour vraiment se mettre en condition et voir qu'il y a un conflit d'intérêts là par exemple avec de l'or qui est réclamé. Mais en revanche, pendant la bataille, il n'y a rien qui est scénarisé. Les coups sont portés comme on les porte. Ce que vous voyez, il n'y a rien qui a été prévu à l'avance. Le combat, il s'est déroulé et quand on se retrouve sur le champ de bataille, on prend le premier adversaire qui vient et on le combat jusqu'à ce qu'on tombe. Là, par exemple, avec qui est-ce que tu as combattu? Donc moi, je me suis battu avec Sébastien, je ne sais pas où il est. Et donc on s'est retrouvés, c'est régulier, on se retrouve souvent l'un contre l'autre bizarrement. C'est comme ça. Et donc on s'est encore retrouvés une fois l'un contre l'autre, on s'est échangé quelques coups, donc moi à la hache et lui à l'épée longue. Et tout ça pour se retrouver au sol comme des tortues. Une fois la bataille finie, les combattants de la confrérie du Cerbère rentrent au camp, mais sur le chemin, je suis interpellée par un des membres de la compagnie adverse. J'adore ce que vous faites. Je suis fan de votre art. Je suis fan. Ça a été très court, mais ça me fait très plaisir de voir que les podcasts servent aussi aux personnes qui font de la reconstitution. C'est encore un usage du podcast que j'avais clairement pas imaginé en créant Passion médiéviste. Bon allez, là on retourne au camp pour enlever les armures, et c'est pas si facile que ça en a l'air. Envoi exceptionnel. Bah oui, sur le podcast. Les joies de la reconstitution. On n'a pas l'image et l'odeur. C'est ça, là on voit pas tout l'acting malheureusement, mais... J'ai besoin d'un homme fort là. Ah mon chéri, je suis désolée, j'y arrive pas. Ouais. Il y a 2 lanières sur le côté. Si vous voulez bien, ouais. De l'autre côté aussi, si vous voulez. Ouais, c'est quand même bien serré ça. On va le faire basculer. T'as réussi à en enlever une? Une, ouais, mais la deuxième. Ah ouais, la deuxième c'est bon aussi. En levant le bras, ça marche mieux. Ah, c'est qu'elle est vachement longue la truc par rapport. Oui, la tige est longue. C'est la même pour Allez, on voit mon plastron. Ou alors faut. Seb, il m'a fumé. Ah ouais? J'étais contre Christophe. On était en train de se battre pour chercher les coups. Il est arrivé derrière moi. Germain souplex. Oh, Tu veux entendre un buffle? C'est ça que tu veux? Alors ouais, donc là, comme j'expliquais tout à l'heure au public, c'est vrai qu'on aime bien donner des précisions. Parce qu'en fait, ils pensent qu'on est au cinéma, hein, mais c'est pas ça. Donc là, on a plus 40 kg sur le dos. Il faut une bonne condition physique. Il faut une bonne musculature aussi. Alors c'est pas pour se la péter, hein. Je pense que c'est un sport, mais comme tout sport de combat en fait. Il y a une préparation physique à pas négliger. Il faut s'habituer au poids de son armure. Il faut s'habituer à prendre des coups.
Il faut s'habituer à la résonance des coups, qui est très désorientant au début. Et à partir de là, après, on peut arriver à s'amuser. Là, si vous voulez, dans la mêlée, on avait une personne, c'était la première fois qu'elle venait. Voilà. Donc vu que c'est entre nous, on va dire entre nous, on fait attention à lui. On le met dans des positions où il ne va pas avoir frappé sans se faire trop frapper. Parce que c'est vrai que nous, après, en mêlée, un guerrier médiéval n'est pas misogyne. Parce que derrière un casque, on ne sait pas si c'est une femme ou un homme. Voilà. Donc on frappe. Voilà. Elle est où ma femme? Ah non, c'est pas ma chaise. Elle est là-bas. Parce que j'ai mon feu qui s'éteint aussi pour ma cuisine. Non, sur les manches, Bah là, ce qui était étrange, c'est que malgré qu'il faisait un petit peu de vent, en fait, je sentais la chaleur sortir de mon casque par rapport à la différence de température, tu vois. Là, c'est la première fois que ça me fait ça. Après, si vous voulez, une armure ne va pas rouiller dans la minute. Normalement, on avait des écuyers qui les nettoyaient tout de suite derrière. Après, je vous dirais, même en Italie, sur Milan, il y avait une tradition à notre époque où les nobles laissaient rouiller leur armure pour prouver qu'ils avaient de l'argent pour pouvoir en racheter une autre. Bah, c'est les Italiens. Mais voilà, c'est pour vous dire jusqu'où ça pouvait aller, quoi. Une armure, moi j'aime bien faire le comparatif des fois avec voitures de sport très très chères d'aujourd'hui. Une armure, c'est une Porsche, une Ferrari, quoi. Tout le monde ne peut pas en acheter une. Et c'était vraiment ça. En dehors du temps ponctuel de la bataille, en fait, une grande partie de l'activité de troupes de reconstitution lors d'une fête médiévale est donc de présenter la vie quotidienne au public et de donner une illusion d'immersion. On est dans le partage, c'est-à-dire qu'on aime accueillir les gens sur notre campement, on aime partager, il n'y a pas de questions bêtes, ce que j'arrête pas de répéter aux gens. Justement, c'est pour ça qu'on est là, pour casser un petit peu les on-dit médiévaux sur l'hygiène, comme quoi on était crade, etc. Alors que c'est pas vrai du tout. Enfin voilà, vraiment tous les trucs. Et faut pas oublier, c'est que la première chose, c'est qu'on est une association d'amis. Donc on aime se rassembler entre amis, passer du bon temps ensemble, etc. Et ce qui, je pense, qui un peu le moteur aussi de notre compagnie, parce que du coup, voilà, en discutant, en partageant entre nous, il y a des projets qui émergent, de personnages, de projets sur l'historicité, etc., etc. Et donc du coup, si on a la compétence, on va accompagner ou aider les gens qui ont ces projets. Ou sinon, bah, on va les aider tout simplement en organisant des visites au musée. On a énormément de livres. On recherche des faits, donc on essaie de croiser des sources, etc. Alors, on n'a pas la vérité vraie parce qu'on n'est pas... ce que j'aime expliquer au public, c'est qu'on n'était pas à cette époque-là, donc on ne peut pas savoir. Et que, en règle générale, alors ce que j'aime bien faire la comparaison, c'est surtout pour le style vestimentaire, c'est qu'on a... potentiellement les modes qu'on avait comme si on regardait un magazine de mode aujourd'hui. On est peut-être complètement en dehors des clous, on ne sait pas. Et ça, c'est toujours un aspect qu'il faut garder en tête quand on fait des recherches, en disant qu'il faut toujours se remettre en question. Toujours. Voilà, donc les cerbères, c'est ça. Après, les cerbères, voilà, il n'y a pas d'obligation au niveau de la reconstitution. On n'a pas de... Alors, le cahier des charges, c'est avoir une tenue civile de notre époque, de la vaisselle, mais on n'oblige pas les gens à dire ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu représentes tel personnage, etc. Voilà, ça c'est pas dans le corps de notre association, on va dire. Comme on le disait tout à l'heure, la confrérie présente donc au public plusieurs espaces, dont une tente avec une grande table, de la vaisselle inspirée de la vaisselle médiévale et de la nourriture. Et c'est notamment Mélissa, alias Blanche, qui s'occupe de cet atelier. On va faire place nette et on va continuer la cuisine. On peut aussi le faire avec des champignons. On peut mettre des champignons. Tu sais, l'avantage de la cuisine, c'est qu'on peut vraiment laisser aller notre imagination et faire comme on aime. Ou de la fraise. Ah oui, tu crois ? Ben, y avait déjà des fraises. C'était possible. Au Moyen-Âge, ils aimaient bien manger sucré-salé. Donc là, on voit, il y avait de la cannelle. Il y avait des clous de girofle, de la cardamome. Oui. C'est un chat ? Non. La cannelle, c'est une épice qui sent très très bon. On en met dans les gâteaux. Donc voilà, tu as vu, il y a plein de recettes. Il y a des recettes avec de la viande. Il y a des recettes que de légumes. Il y a des recettes de poisson. De champignons.
Ah oui, il y a du champignon. Oui. Il y a des recettes de purée. Il y a des entrées. Regarde, il y a des escargots, des cuisses de grenouille. Ah, des escargots. Oui, tarte bourbonnaise. Quiche aux herbes aromatiques. Pâté de champignons. Bâton au fromage. Et après, on cuisinait beaucoup les œufs. Ah bah ça, les œufs, t'aimes bien. Voilà, les œufs, il y avait des dizaines de façons de les cuisiner. Au Moyen-Âge, on buvait de l'eau, on pouvait boire du jus de fruits, oui, du jus de pomme. On buvait du vin, mais du vin avec des épices, encore une fois. Après, on buvait pas de coca, de Fanta et tout ça, hein. Ça n'existait pas. Hein. Il y avait une l'ice tea, par contre. Ah bah non. Il y avait déjà du thé, on pouvait faire du thé et des infusions. T'aimes bien l'ice tea? Ah oui. Toi, t'es une crapule, toi. Ça se voit. Et ben moi, c'est Blanche Delacroix, et donc au sein de la confrérie du Cerbère, je suis la femme du Seigneur. Donc j'occupe cette place depuis maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on a créé l'association avec mon mari. Qu'est-ce que j'y fais? Donc je présente la vie quotidienne au sein de l'association. Donc un peu de couture, du tissage. Parfois je prends la place de cuisinière. Donc là je quitte mon rôle de noble pour devenir cuisinière. Je m'adapte en fait au camp que l'on occupe. Là aujourd'hui je n'ai pas ma suivante, mais habituellement avec une amie, voilà, on fait un peu le rôle de la noble et de sa suivante. On se fait des promenades, elle me réajuste ma coiffe. Voilà, on peut nous voir en pleine discussion, en promenade. Alors le médiéval, ce qui m'a amené en fait, c'est ma rencontre avec Baudouin Delacroix. Lui se baladait sur les fêtes médiévales en tant que visiteur, et puis quand on s'est connus, il m'a dit tiens, on va aller se balader. Et puis en fait tous les deux on s'est pris à se dire mais pourquoi pas. Et puis on a passé une journée avec une compagnie, et puis une deuxième, et puis voilà, les choses faisant, on en est venu à créer notre asso et on s'est lancé dans l'aventure. C'est quelque chose qui revient assez souvent. J'ai l'impression que dans les créations de troupes de reconstitution, il y a le côté familial, le côté amical qui revient beaucoup. Bon, j'imagine comme l'associatif en général. Oui, tout à fait. On est une asso, mais avant tout un groupe d'amis. Alors un groupe qui évolue, on a des gens qui partent, on a des gens qui sont là depuis le début. C'est ça, c'est la vie de l'association. On fait ça en famille également. On a notre petite fille qui nous suit. Maintenant, mes 2 grands garçons ne viennent plus parce qu'ils ont d'autres occupations. Mais ouais, non, on est très soudés. Donc aujourd'hui, je porte donc une cotardie. Une cotardie, c'est une robe assez près du corps sur le haut, avec une encolure évasée, boutonnée. Et par-dessus, je porte ce qu'on appelle un surcot à porte d'enfer. À porte d'enfer, car en fait, c'est comme une robe sans manches qui va descendre en dessous des hanches et qui vient sur le devant s'arrêter sur le milieu de la poitrine. Et à porte d'enfer parce qu'en fait ça laissait percevoir la taille et la poitrine. Et voilà, c'était un peu osé pour l'époque. Parce que là oui, on est donc fin 14e, début 15e. Oui, tout à fait, ouais. Et là du coup tu as aussi des bijoux. Voilà, donc en tant que noble aujourd'hui, j'ai donc mis des bagues qui ont été recréées d'après des sources. J'ai un collier de perles également, il portait pas mal de perles. Et sur la tête, donc, je suis coiffée. Donc il y avait 2 façons de se coiffer fin 14e. Il fallait soit avoir les cheveux noués, donc les cheveux admettons tressés, ou porter une coiffe textile. Donc là, moi, j'ai opté pour une coiffe Sainte-Brigitte. Donc c'est une coiffe, on pourrait qualifier ça un peu de paysanne, mais la Sainte-Brigitte, elle a une petite couture, on va dire, sur le dessus, bien reconnaissable pour la Sainte-Brigitte. J'ai donc un voile en soie, un cerclet en soie également, tissé avec des petits ajouts dorés, et un chapeau de feutre, voilà. Autre espace important, on va ensuite à la forge qui attire beaucoup de public, notamment encore des enfants, avec Bertrand qui fait en quelque sorte de la vulgarisation et de l'explication de son activité de forgeron. Et alors attention parce que la forge c'est assez bruyant. Et le fer, si on bloque dans du feu, il va se transformer en liquide de fer. En liquide de fer? Ouais. Bon, comme le diamant. T'as déjà vu un diamant liquide? Oui. Ah. Quand j'ai fait un rêve.
Ça ressemble pas à du verre, mais... Le diamant liquide? Bah, t'as juste à le mettre dans du feu ou de la lave et ben voilà. Ça explose pas le En diamant. fait, le diamant, c'est une forme de pur de carbone et le diamant, ça brûle. Voilà. Ça fond pas, ça brûle. Ça ne fond pas le diamant. Bah le fer ça fond. Il prend feu tout Oui, simplement. si tu le prives d'oxygène. Voilà. Moi, je lui envoie de l'oxygène. Alors, ma question, c'est pourquoi je sauve le fer? Pourquoi qu'il est froid peut-être. Non, je sais, pour le modeler. Ah non, je sais. Pour le tuer. Pour le tuer. Je t'avais dit que la vie était un plaisir. Pour le tuer. Pour le tuer. Pour le tuer. Pour le tuer. Bah, Pour ça le veut dire que tu tuer. ressuscites le fer, donc... Bah oui, mais Non, c'est bien. Maintenant, tu fais ta petite volute sur la main. pour le modeler. Mais non. Voilà! Pour le tuer. Non, avec, on va faire une fourchette. Parce que là, mon enclume, elle sonne pas très fort. Si j'enlève la feuille de plomb qui est en dessous, là, ça va faire du bruit. Tu veux qu'on fasse un peu de bruit? Ouais. Oui, du bruit. Oh, toi, t'en fais déjà assez. Ouais. Mais c'est qu'elle est désagréable. Ouais, ça c'est vrai. Alors, je m'appelle Bertrand, 38 ans, forgeron depuis une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus maintenant. Dans la compagnie, je suis celui qui répare les armures, c'est-à-dire que les rivets qui sautent, les armures à la tôle à défroisser. Ça, c'est pour la partie combat, et après je fais tout ce qui est animation forge, parce que le forgeron était un des métiers emblématiques et très importants au Moyen-Âge. Donc moi je représente cette profession, alors à travers des démonstrations, des présentations d'objets forgés, aussi bien des objets du quotidien que des objets militaires ou que des objets purement fantastiques. Pourquoi je dis fantastique, c'est qu'en fait il y a des objets historiques qui ne vont pas forcément intéresser le public. Donc on est plus dans un côté approche ludique, approche pédagogique et un peu fantaisique pour que ça intéresse un peu tout le monde. C'est-à-dire que ce que je fais va intéresser aussi bien l'enfant de 3 ans qui va vouloir quelque chose d'un petit peu féerique que le reconstituteur, que le prof, que le touriste lambda qui va avoir des objets on va dire un petit peu magique, mais toujours un peu impressionnant à voir. Par exemple, quand je fais des pointes de flèche, ça me prend 2 minutes. Je montre la transformation de la matière d'une petite barre de fer à une pointe de flèche, donc un objet qui est relativement simple à faire. Alors, je travaille avec les cerbères et je travaille aussi en privé où je fais de la prestation pour différentes compagnies, pour ceux qui en ont besoin justement pour des animations forges. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la reconstitution? J'aurais un peu de mal à répondre, je ne sais pas vraiment. Comment je suis arrivé dans la reconstitution? Je suis tailleur de pierre et en 2009, j'ai un collègue qui cherchait un binôme pour faire des démonstrations de taille de pierre sur une fête médiévale. Je me suis dit pourquoi pas? Clairement, je sens. Alors, je ne vais pas dire sans motivation, mais écoute, allons-y gaiement. Alors, j'ai toujours aimé l'histoire, j'ai toujours aimé les châteaux, les chevaliers. Mon jouet préféré, c'était les Lego chevaliers, les Playmobil chevaliers quand j'étais gamin. Et je suis tombé dans une ambiance qui m'a plu. Alors, au départ, c'était vraiment un loisir. Clairement, c'était 2-3 week-ends par an. Et à partir de 2017, où j'ai commencé à m'investir réellement dedans, j'ai rencontré des gens assez formidables. Beaucoup sont devenus des amis. J'ai en même temps moi évolué au niveau technique, parce que j'étais un petit peu frustré de faire toujours la même chose et juste des pointes de flèche, des pics à cheveux, des décapsuleurs. Et j'ai eu cette envie alors en fait, à travers des échanges, c'est de me dire, les gens me posaient des questions auxquelles je ne savais pas répondre, et une envie de transmettre un peu plus, d'apprendre un peu plus, de fil en aiguille, d'évoluer en fait dans ce domaine. Et donc je suis passé de petit animateur tranquille à aujourd'hui forgeron, parce que les gens s'imaginent toujours qu'une épée c'est ultra tranchant, que ça peut couper tout n'importe quoi, pas du tout. Donc le but il est là aussi dans l'animation, c'est de démystifier un peu les mythes et légendes qu'il peut y avoir sur le Moyen-Âge, sur le métier de forgeron et sur les objets forgés. Alors le coup classique c'est le katana, quand on parle du katana Japon féodal, les gens s'imaginent que c'est une arme ultime, pas du tout, ça serait une arme ultime, on l'aurait toujours utilisée, c'est pas le cas. Donc ça a présenté des armes peu courantes comme le fléau d'armes, moi qui est mon arme préférée, alors je sais pas pourquoi, c'est une arme pour laquelle j'ai un attrait, ou l'arbalète. C'est vraiment cet échange avec le public que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on sait jamais sur qui on va tomber. Et dans ton quotidien, comment est-ce que tu documentes ta pratique? Est-ce que tu fais de la recherche? Est-ce que tu en as fait et maintenant tu n'as plus trop besoin d'en faire, tu en fais plus? Ça se passe comment de ce côté-là?
Je vais jouer carte sur table. Quand j'ai commencé la forge, j'ai raconté beaucoup de bêtises parce qu'entre ce que je pensais savoir et la réalité, il y avait parfois un fossé, aussi bien sur des techniques que sur des utilisations d'armes ou sur des objets. Donc je me suis énormément documenté à travers des reportages, à travers des professionnels. Aujourd'hui, il faudra que je travaille en parallèle dans une association de sauvegarde des métiers anciens à Soissons qui s'appelle la SPAM, où justement, dans le sens où on a des gens qui viennent en recherche de savoir, il a fallu se remettre en question. C'est-à-dire, est-ce que je sais est totalement vrai? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir? Et ça m'a permis non seulement de m'améliorer techniquement, mais aussi de revoir ma pédagogie. C'est-à-dire que quand on a fait des initiations forges à des gens qui n'ont jamais tenu un marteau, qui n'ont jamais tenu une pince, ce qui peut me sembler évident à moi ne l'est pas du tout pour eux. Parce que parfois j'ai des gens qui sont, si j'ose dire, qui n'ont jamais vraiment tenu un marteau, qui ne sont pas bricoleurs, mais qui ont envie d'essayer la forge, parce que l'attrait du feu, l'attrait de la transformation de l'objet, c'est vraiment souvent pour ça que les gens viennent me voir. C'est « Ah, je voudrais essayer parce que j'ai vu que vous pouvez faire ça ». Et donc ça m'a permis, moi, à mon niveau, de me dire « Ok, là on n'est plus dans l'amateurisme, on change de catégorie, il va falloir être sûr de soi, d'apprendre les bonnes choses, les bons gestes, les bonnes techniques, surtout tout le savoir-faire théorique, dire les bonnes choses. C'est-à-dire que quand on forge une épée, c'est pas je tape sur un bout de métal, je fais une épée, et puis l'épée, elle peut casser une armure. Ou non, c'est plus compliqué que ça. Oui et non, suivant l'usage, suivant la période, suivant pas mal de choses. Un de mes objectifs, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a beaucoup de possibilités, alors qu'on ne peut pas forcément faire en animation parce qu'elle demande un peu de technique ou du matériel que je ne peux pas ramener. Les conditions météo s'y prêtent pas ou techniquement c'est pas viable, mais d'expliquer aux gens que voilà, on est sur une période très longue. C'est comme si vous à l'époque vous compariez le XXe siècle entre les tenues de 1900 et les objets de 1900 et les objets de 1990. Il y a 100 ans d'écart, pas les mêmes mœurs, pas les mêmes habitudes, pas le même quotidien. Et le Moyen-Âge, c'est exactement ça en fait. Donc c'est d'expliquer que par exemple une épée, une main qui pouvait être du 9e ou du 10e siècle, aujourd'hui il y a une grande mode sur les Vikings, au 15e siècle n'a plus aucun intérêt, c'est complètement désuet parce qu'on est sur des protections beaucoup plus lourdes, sur des techniques d'escrime qui sont différentes. Parce que l'avantage de la forge, c'est que ça me permet aussi de m'intéresser à l'escrime, à l'armement, à pas mal de choses. Et je l'explique aux gens à travers des animations, et quand j'ai la chance par exemple d'être avec les Cerbères où il y a des combattants, c'est de pouvoir faire des partenariats, j'explique quelque chose et un camarade vient l'illustrer. Par exemple montrer qu'une armure du 15e siècle c'est une carapace de fer, non qui n'est pas impénétrable mais qui est plus difficile à pénétrer qu'une armure du 12e ou du 13e siècle. Donc ma forge c'est un caisson en bois qui fait à peu près 50 cm au carré par 20 cm d'épais, c'est rempli de terre. Alors on me demande toujours qu'est-ce que j'ai mis dedans parce que j'ai un caisson en bois. Et ben c'est simple, la terre est un matériau réfractaire que je peux réutiliser à l'infini. Dès qu'il y a les salles, dès qu'il y a du charbon, un peu trop de reste dans le charbon ou de scories, donc les scories c'est des déchets de forge, je nettoie tout ça, je tamise tout, je récupère ma terre. Et je remélange avec de l'eau, je fais de la boue, je fais mon petit foyer, donc c'est un petit entonnoir en terre. Et ça fonctionne. Pour alimenter ça en air, j'ai un soufflet, ce qu'on appelle un soufflet double action. C'est que on imagine deux ballons qui fonctionnent en alternance. Et le ballon du bas envoie de l'air dans le foyer et en même temps gonfle le ballon du haut. Et le ballon du haut, lui, il n'a qu'une envie, c'est de redescendre. Et simplement par le fait qu'il ait toujours envie de redescendre, il me fait un souffle continu. L'avantage en fait c'est que ça me permet d'avoir une température constante, on va monter à 1500 degrés, ce qui est amplement suffisant pour travailler le fer, et d'avoir une chauffe beaucoup plus homogène. En animation, on me demande toujours si je fais des épées, non, je peux en faire à la maison, en animation c'est très compliqué parce que déjà ça prend un certain temps. T'as une petite forge pour faire une épée, ce serait un petit peu compliqué pour chauffer tout le métal en même temps? Oui et non, c'est-à-dire en soi c'est faisable, c'est ce que faisaient les Gaulois, c'est ce que faisaient les Vikings, c'est ce qu'on appelle de la chauffe sectionnelle, on va chauffer un peu sur une grande barre, on va chauffer petit bout par petit bout. Concrètement, le problème c'est que pour moi c'est pas intéressant parce que je vais pouvoir passer 3 heures dessus et le public lui va se lasser parce qu'en fait je vais pas avancer. C'est marteler, mais au final qu'est-ce qui se passe réellement? Pas grand chose, j'aplatis, je forme une barre, quoi. Je caricate de manière un peu caricaturale. C'est toujours la difficulté de l'animation, c'est qu'il faut trouver des choses qui intéressent le public, mais tout en ayant un but, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre un bout de métal pour le tordre n'importe comment. C'est d'où toujours cet intérêt de la pointe de flèche qui en 2 minutes est un objet utilisable, mais une épée, non, c'est pas faisable. Là, j'ai fait une épée qui est là, complètement, il m'a fallu 3 jours. Voilà, donc ça en animation, j'explique aux gens que c'est pas possible. Alors quand je dis 3 jours, c'est la forge, pas l'affûtage, le décapage, les finitions, la forge de la garde, l'assemblage. Mais ça en animation, c'est juste pas possible. Alors là, l'avantage c'est que je tourne avec un ami, donc on peut faire des rotations.
On peut faire des choses différentes, il y en a un qui peut faire quelque chose qui prend un peu plus de temps et l'autre quelque chose qui est un peu plus rapide. C'est toujours cette permutation avec le public. La journée du samedi touche tranquillement à sa fin et peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe le soir sur un camp de reconstitution dans une fête médiévale ? On a encore le public qui se balade jusqu'au vers 20h, 21h environ et après les gens rentrent chez eux pour manger et dormir. Eh bien, pour les reconstituteurs, c'est presque ça. Sauf que elles et eux restent sur place. Comme on l'a dit tout à l'heure, et vous pouvez aller voir les photos sur mon site, on a des grandes tentes qui sont dressées pour pouvoir y dormir. Mais donc d'abord, on mange ensemble autour de la table, avec des conversations qui ne sont pas forcément portées sur la reconstitution, mais tout aussi sympathiques, avec notamment beaucoup de blagues de Bertrand le Forgeron. J'ai pas pu tout enregistrer. Et pour la suite de la soirée, eh bien, ce qui se passe le soir à Provins reste à Provins. Bon, je dirais juste qu'il y a eu encore des belles discussions autour du feu jusque tard dans la nuit, avec même des balades pour aller voir les autres troupes installées à Provins. Mais là, je n'ai pas pris mon micro pour une fois. Il vous faudra imaginer. Ouais, ce que j'allais dire, goûte d'abord et puis après tu viens. Oui, dans le gros bro. Aïe, putain, je me tourne le genou. Bon, est-ce que les lentilles ont cramé ou pas ? Je suis donc allée me mettre au lit un peu tard, mais prête à m'endormir. Sauf que, à peine quelques heures plus tard, tendez l'oreille. Eh oui, les joies de la vie de camp en reconstitution. Car juste à côté du camp des Cerbères était installée en fait une petite ferme pédagogique. Donc forcément, les animaux, ça fait du bruit la journée et la nuit. Encore quelques heures plus tard, le réveil a été, disons, difficile. C'est le matin. On va sortir de la tente doucement parce que je n'ai pas très bien dormi. Notamment à cause de ces zozos qu'on attend là. Et surtout à cause de leur copain le coq qui a commencé à chanter à 5h du matin. Sachant qu'on s'est couché vers 2h30 tranquillement. Donc, en soi, dormir sous une tente de reconstitution, aucun souci. Juste, la prochaine fois, avant de me coucher, je vais squeezer le coq. Donc là, j'ai jeté un œil en dehors de la tente. J'ai vu que Mélissa n'était pas encore en tenue. Donc, je vais pas tout de suite mettre la robe. Voilà. Donc, pour l'instant, on est en tenue plutôt confort, on va dire. Pas très histo, quoi. Je vais me lever et je vais vous emmener avec moi. Hop, alors, on sort de la tente. J'ai regardé que tu n'étais pas en robe, j'ai fait ok, je peux sortir sans. Si tu sors direct dès le métro, Elle a des bleus cannelle, c'est original, j'aurais pas osé. entendre des grognements, des trucs. Qu'est-ce que tu veux déjeuner? Est-ce que tu veux des croissants au Nutella? Je veux un coq à bouffer. Est-ce que la moitié d'un coq au vin, c'est un coq au 10? Si tu veux. Non mais. Mais à 4h12, il a commencé. J'aime bien le 4h12 qui a commencé. Le coq? Je peux pas dire que j'étais le bourré. coq. Ah, moi, c'est rien le coq. Moi, c'est les poubelles qui m'ont dérangé plus à 5h30. Tu savais qu'il y avait le petit Rico qui avait un coq, c'était le fameux Cocorico. Est-ce qu'il y a du thé? Oui. Eh ben. Il y a même du thé mexicain, du tequila. Oh, il est chaud, Bertrand. J'ai le mal au C'est les lendemains de cuite. Ah ouais. Il est toujours chaud les lendemains de cuite. Il reste du lait, Bertrand, s'il te plaît. Et donc, après ce petit déjeuner, je retourne dans ma tente pour enfiler la robe médiévale et même faire un petit brin de toilette. Alors, si vous le demandiez, eh oui, on se lève en médiéval. Alors, on est au seau, parce que là, il n'y a pas toute l'installation pour ça, mais petite toilette, au bruit du forgeron derrière, dans une tente. Ça se fait, pas de souci, aucun souci.
Le reste du dimanche, je profite qu'il y ait un peu moins de monde pour aller discuter avec d'autres membres de la troupe que vous n'avez pas encore entendus, en tout cas un tout petit peu. Jérémy et Tessa. Vous allez découvrir que ils et elles ont des expériences et des approches de la reconstitution médiévale encore différentes des autres cerbères. Alors je m'appelle Jérémy, je suis dans l'assaut depuis sa création qui était en 2015. Ce que j'y fais, pas grand chose. Non, il faut être honnête, c'est-à-dire que souvent je participais à la vie de camp. J'ai commencé à la forge il y a quelques temps maintenant. J'ai beaucoup ralenti les médiévales depuis que je suis papa. Et maintenant je commence à revenir quelques petites journées par-ci par-là. Ça permet aussi de voir les copains. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la reconstitution médiévale? Les histoires de chevaliers qu'on avait chez moi. Et en plus j'habite du côté de Montdidier. Je sais qu'à 500 mètres de chez moi, il y a une petite église 13e siècle avec une pâture à côté. Et dans la pâture, il y a une pierre à aiguiser du marché médiéval de l'époque, qui est encore là, qui est encore debout. Montdidier, c'est Hugues de Troyens, le premier grand maître de l'ordre du Temple qui était de Montdidier. Donc il y a encore le prieuré de Montdidier, pareil, qui est debout aussi. Donc c'est vraiment une forte histoire, une forte culture et j'ai été baigné dedans depuis que je suis tout petit. Donc ce week-end, je suis plus axé sur la forge. Il n'empêche que là, par exemple, on a chacun nos tâches de vie communes. C'est-à-dire que j'ai fait la vaisselle tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal. Oui, tu avais un chaudron qui avait accroché au fond, c'est ça? Oui, ce midi, on a mangé rouelle de porc avec du riz et des carottes. Et le riz a collé au fond du chaudron. Il y avait une bonne couche. Et pour dégraisser un chaudron ou une casserole, rien de mieux que du charbon de bois pour frotter et pour faire briller. On a beau pas vraiment se connaître, pas être du tout du même milieu, il y a vraiment cette notion un petit peu famille. Donc là par exemple hier on a été sur un camp qui était à côté pour faire connaissance, on a parlé de nos vies, on retrouve des gens de tout milieu. Autant Bertrand le forgeron là, qui est tailleur de pierre, Christophe qui lui est dans l'informatique. C'est vraiment des gens de tout milieu et on apprend énormément, que ça soit pour la vie en communauté. Ça donne une ouverture d'esprit qui est assez incroyable en termes de tolérance, en termes de savoir-vivre et en termes de débrouille. C'est-à-dire que cuisiner au chaudron comme on peut le faire là, c'est des plats qui sont simples, qui cuisent longtemps, qui sont bons et qu'au final on ne prend plus le temps de faire. Et c'est partie médiévale où on prend le temps de faire les choses, on apprend à se reconnecter à ce qu'on fait et à qui on est. C'est vraiment très agréable dans le monde actuel où on est tous avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs, où on est un peu dans le monde réel mais beaucoup dans le monde virtuel. Et toi, pour l'activité de reconstitution, comment est-ce que tu as travaillé dessus? Est-ce que tu as fait des recherches? Parce que j'ai l'impression que c'est bien sûr chacun à son niveau et chacun avec le temps qu'il a. Toi, comment est-ce que tu penses ça et comment est-ce que tu le vis? En termes d'habillage, parce que on fait aussi nos tenues nous-mêmes, il y a un petit peu de recherche, notamment sur les matières. Après, on a la chance d'avoir les machines à coudre, donc on s'en prive pas, on essaie de cacher les coutures. Et ou de refaire des surcoutures main à côté pour être plus authentique. Ça demande de la recherche, ça demande de s'intéresser. Et c'est aussi une passion de pouvoir transmettre ce qu'on apprend et de transmettre ses connaissances, casser les préjugés et avoir le contact avec le public qui, des moments, se dit « mais non, vous étiez capable de faire ?» Eh oui. Et donc ensuite, je discute avec la plus jeune de la troupe, mais pas la moins expérimentée, Tessa, qui raconte son rôle au sein des Cerbères. Moi, je suis arrivée donc il n'y a pas si longtemps que ça dans la troupe. Et puis après, moi, je fais la vie quotidienne et puis aussi des combats. Et comment est-ce que tu es arrivée à la reconstitution? Alors, dans la reconstitution, par rapport à mon père, c'est mon père qui est rentré dedans et du coup, j'ai suivi derrière. Ça veut dire que tu as commencé toute petite? Ouais, j'avais 3 ans, je faisais des camps, quoi. J'ai baigné dedans et j'ai continué derrière. Et dans la troupe, je suis arrivée parce que avec mon copain. C'est mon copain qui faisait partie des Cerbères et du coup, j'en fais aussi partie. Et qu'est-ce qui te plaît au point de continuer? Parce que peut-être qu'avec tes parents, au bout d'un moment, tu aurais pu leur dire « bon, bah ça y est, vous m'embêtez, j'arrête ». Qu'est-ce qui fait que tu continues, même à l'âge adulte? Alors, c'est le fait de... Alors déjà, on apprend toujours. La rencontre des personnes aussi. Toujours rencontrer des nouvelles personnes, c'est une bonne ambiance. On s'amuse. Et puis voilà, on apprend tout le temps, on est aussi beaucoup au contact du public.
Et partager une passion comme ça, c'est toujours intéressant. Et toi, du coup, comment tu conçois ton rapport au Moyen-Âge ? Est-ce que tu fais des recherches à côté ? Est-ce que tu te documentes d'une certaine façon ? Alors, ouais, j'aime bien toujours essayer de chercher des sources, regarder des enluminures. Et après, c'est vrai que dans ma troupe à moi, on a quelqu'un qui est très porté sur l'histoire, tout ça, du coup, qui me donne beaucoup d'infos. Et après, c'est beaucoup aussi avec l'échange, avec les Cerbères, quand on en discute, ou avec d'autres troupes également, quand on discute, on échange et du coup, on se questionne aussi sur certaines choses. Quelles seraient tes envies ? Est-ce que tu as des... Même là, si je te dis, allez, viens, je te donne, parce que c'est une question d'argent, beaucoup la reconstitution, je te donne tout l'argent que tu veux, je te donne tout le temps, tous les moyens, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Alors, moi, mon gros projet qui devrait arriver bientôt, c'est l'armure sur mesure. Parce que en tant que femme, y a pas, les armures, c'est compliqué d'en trouver, c'est beaucoup taille standard pour des gabarits d'hommes. Moi qui fais 1m60, c'est un peu compliqué. Du coup, ouais, non, ce serait vraiment l'armure sur mesure en premier plan. Et puis après, toujours d'évoluer sur le matos, des nouvelles robes. Et puis, mais ouais, principalement, le gros, c'est l'armure. Il y a peut-être des gens qui vont être surpris de quoi ? Les femmes qui combattent, mais c'est pas très correspondant à la réalité, tout ça. J'imagine que tu as eu déjà ce genre d'écho. Qu'est-ce que tu leur réponds ? Alors, je leur réponds qu'effectivement, à ce temps-là, c'était pas réel, mais que faut aussi évoluer avec son temps. Et que du coup, ici, on est tous là pour s'amuser et faire un peu ce qu'on a envie. Moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'être beaucoup avec le casque, pour éviter justement de montrer trop le visage. J'ai toujours les cheveux attachés, pour justement éviter aussi trop ce genre de réflexion. Là, j'ai pas pris l'armure puisque justement, c'est un peu compliqué en fait de pas avoir d'armure sur mesure. Et du coup, c'est vrai que ces derniers temps, j'évite un peu les combats parce qu'en fait, niveau mobilité, c'est très compliqué, quoi. Je trouve vraiment assez intéressant les réflexions de Tessa. Donc, comme j'ai encore un petit peu de temps ce dimanche après-midi, je suis allée poser d'autres questions aux membres de la troupe. D'abord avec Christophe alias Baudouin, que vous avez déjà beaucoup entendu au début de cet épisode, mais aussi à Mélissa alias Blanche et Bertrand le forgeron. Et là, quelles sont les difficultés que vous rencontrez parfois sur le camp, que ce soit peut-être avec le public ou même vous en amont ou le jour même? C'est quoi en général les difficultés que vous avez ? Les plus grosses difficultés qu'on va avoir, effectivement, il y a la gestion du public. Il faut le dire, dans la plupart des cas, il est quand même très respectueux de ce qu'on fait, très respectueux de nos tentes, etc., etc. Mais ça peut arriver. On est arrivé qu'il y avait des gens dans nos lits, des gens qui mangeaient nos mets sur nos tables, etc. Bon, c'était un peu délicat, mais... Qui se disaient qu'en fait, oui, c'est pour expérimenter, donc ils expérimentaient à fond, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Après, voilà, tout passe dans la diplomatie aussi. On n'est pas des monstres, on explique aux gens que ça se fait pas, etc. Et ça se passe très bien. Les grosses difficultés qu'on a en tant que troupe, dans les backstage, comme on va dire, ça va être, par exemple, avec les organisateurs des fêtes médiévales. Où est-ce qu'on s'installe ? Est-ce qu'on a la place nécessaire pour s'installer ? Est-ce qu'on a le bois qu'on a demandé ? Vous voyez, enfin, vraiment, alors c'est des petits détails, mais pour une troupe c'est hyper important parce que nous on envoie ce qu'on appelle un cahier des charges, où on a nos superficies, nos besoins, etc., etc. Les organisateurs les livrent peu. Non, mais on est entre nous, donc on va en parler. Oui, donc, il n'y a personne qui écoute, c'est bon, t'inquiète pas. On arrive des fois c'est aberrant, nous on demande 500 mètres carrés. Des fois, on n'a même pas 200 mètres carrés remplis de merde de chien avec l'herbe qui est haute de 30 cm. Donc, c'est des problèmes comme ça qu'on a de logistique. Alors, en règle générale, et je vais vous dire à 98%, en discutant avec les orgas, on arrive toujours à trouver. Même ici, là, à Provins, là, on a réussi à rentrer, on a réussi à s'installer correctement, etc. etc. Donc, voilà, c'est des gens qui connaissent les médiévistes. Ils savent qu'on a du boulot derrière, c'est-à-dire qu'on arrive le vendredi, il faut monter le camp. Des fois, on en a pour plusieurs heures, donc souvent on mange entre 22 et 23 heures le vendredi, parce que les gens aiment bien avoir tout monté pour être tranquille le lendemain. Enfin, nous, on n'a jamais eu de gros, et je pèse mes mots, de gros problèmes pour s'installer. Alors, je dirais que la difficulté première, c'est que le visiteur se balade, il est en famille, c'est très ludique. Et parfois, on peut se laisser envahir en fait, par le monde. C'est parfois difficile à gérer.
Après, les difficultés, voilà, souvent on a la météo qui peut être capricieuse. Et alors du coup, imagine on te donne budget illimité, temps illimité. Qu'est-ce que tu rêverais de faire en termes de reconstitution ? Et moi je voudrais vivre dans un village, voilà, toute l'année comme ça. Toute l'année être costumée, je l'avais même envisagé, en fait ça fait des années que je veux ouvrir des chambres d'hôtes. Et j'ai toujours dit à Christophe, j'ouvrirai mes chambres d'hôtes et je serai costumée toute l'année. H24, la chemise de nuit qui va bien, la tenue du jour, accueillir du public, faire des ateliers avec les enfants, parce que moi c'est les enfants, voilà, c'est ma cible numéro 1, moi c'est pas forcément les adultes, c'est les enfants. J'ai envie de les faire rêver, j'ai envie qu'ils découvrent l'histoire différemment. Je pense que la vivre, la sentir et la toucher, c'est ce qu'on peut leur apporter de mieux. Les sens sont là. Donc ouais, si j'avais budget illimité, je crois c'est ça. Ouais, de vivre comme ça toute l'année, d'avoir des costumes de fous, voilà. Alors la plus grosse difficulté que j'aurais, je dirais, c'est à vraiment démystifier certaines choses. Par exemple, quand les gens s'imaginent qu'une épée peut faire 50 kg, qu'une armure ça fait 100 kg, et que je leur explique que c'est pas le cas. Par exemple, j'ai une épée que j'ai forgée qui est basée sur un modèle 13e siècle, et on me dit c'est pas une vraie. Si, c'est une vraie. Alors certes, elle est pas tranchante, c'est une épée d'entraînement, mais c'est une vraie épée, c'est une copie d'une épée ancienne. Où là c'est compliqué, c'est que malheureusement le cinéma et certaines vidéos sur les réseaux sociaux cassent un peu le truc. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'une épée ça se fait en 10 minutes, qu'un couteau se fait très facilement et que c'est un bout de métal, on chauffe, on tape dessus, on a fait un couteau. Pas du tout. Quand les gens viennent me voir en disant je voudrais faire coutelier, c'est pas aussi simple que ça, ou j'ai vu à la télé qu'on pouvait faire comme ci, comme ça. Ok, alors il y a des choses qui sont vraies, clairement, mais il y a malheureusement beaucoup de choses où c'est du théâtre, c'est du spectacle, c'est ce qu'on demande à ce genre d'émission. Et moi mon but c'est de les remettre dans une certaine réalité. C'est comme parfois on me sort des températures qui sont hautement improbables, la forge c'est 4000 degrés, une épée c'est 2 ans pour la faire, non pas du tout en fait. La forge c'est 1400-1500 degrés, une épée c'est une bonne semaine de travail, mais disons que les mythes ont la vie dure. Alors je vais un petit peu être tatillonne. Et c'est intéressant parce que du coup, dans Passion médiéviste, j'aime souvent définir les termes et tout ça. Vous définissez comme médiéviste ou comme médiévaliste ? Ou comment est-ce que vous définissez ? Parce que tu as utilisé le mot de médiéviste en fait. Et les auditeurs sont habitués à ce que je leur explique que les médiévistes sont ceux qui étudient le Moyen-Âge. Comment est-ce que tu te places par rapport à ça ? Alors moi, je ne connais pas la définition du mot médiéviste ou médiévaliste. Mais suivant par rapport à ce que tu dis, donc du coup, oui, je suis médiéviste. C'est-à-dire que on est sur une période très précise à étudier et donc on va aller pousser au maximum des connaissances qu'on va pouvoir trouver, etc., etc. Donc oui, on est médiéviste. Après, c'est vrai que c'est très compliqué entre reconstituteurs, entre évocateurs, etc., etc. Reconstituteur, c'est très compliqué parce que il faut reconstituer des personnages qui ont existé, chose qui n'est pas faite chez les Cerbères. On reproduit un campement militaire picard de notre période, en 1380-1410, mais avec des personnes qui n'ont potentiellement jamais existé. Mais malgré cela, on essaye d'amener vraiment de la véracité dans ce qu'on va présenter. Au niveau de nos régions, au niveau de nos blasons, au niveau de nos armures, etc. etc. Donc, voilà. Après, les médiévistes qui vont vraiment étudier l'histoire, les reconstituteurs pure souche, on les appelle les histo-nazis chez nous. Je peux le dire ou pas ? Oui, on peut le dire. C'est effectivement les gens qui poussent tout au maximum. Et j'avoue que, je sais que pour Passion médiéviste, pour cet épisode, je voulais pas une troupe comme ça parce que je pense que déjà avec mon micro, ils m'auraient pas accepté. Et je voulais aussi des gens qui peut-être une vision un peu plus ouverte d'esprit, même si je remets pas en cause ce que font ces personnes-là. Mais j'avais envie d'avoir des gens qui se disent oui, on peut aussi être un peu souple de temps en temps et pas être tout à fait exactement. Même si, encore une fois, je respecte ce qu'ils font et ils font ce qu'ils veulent, bien sûr. Voilà. Mais moi, j'avais envie d'avoir peut-être des gens qui soient un peu plus souples. Après, l'ouverture d'esprit, voilà, c'est chaque troupe définit vraiment ce qu'il va présenter ou dans ce qu'il va reconstituer. Quand on rentre dans une troupe, ce qui est important, et nous c'est ce qu'on fait aussi chez les Cerbères, c'est d'inviter les gens, une fois, 2 fois, à partager un camp avec nous, pour voir si l'esprit du camp correspond, l'époque correspond, parce que on est dans une asso, on vit notre passion, donc faut quand même être bien,
Ma phrase fétiche, donc c'est #KiffTonMed, c'est vraiment ça. C'est voilà, si tu veux faire de la reconstitution, fais de la reconstitution, rentre dans une troupe qui fait de la reconstitution. Si tu veux faire de l'évocation propre, rentre par exemple, on va dire par exemple chez les Cerbères, parce que c'est ce qu'on fait. Si tu veux faire de l'elfique fantastique, rentre dans une troupe fantastique. Il n'y a pas de limite, il faut se faire plaisir, parce que ça reste quand même une passion, un plaisir. Alors pour répondre à ta question, oui, on est médiéviste parce qu'on va venir étudier ce qui se passait au Moyen-Âge à notre période. On est quand même dans l'ère de notre temps, donc du coup on est sur les réseaux sociaux, on suit quand même pas mal de recherches qui peuvent se passer, surtout en Picardie, j'avoue. Il y a eu beaucoup de recherches sur Creil, etc. Donc on ne reste pas sur nos acquis. Il faut savoir que l'histoire, de manière générale, est une chose qui n'est pas acquise. Donc du coup, il faut toujours se remettre en question. C'est n'importe quoi va pouvoir remettre en question n'importe quoi dans l'association. C'est ça aussi, vivre l'histoire. Parce que, à moins quelqu'un qui était à cette époque-là et qui nous répondait effectivement ce qui se passait. Mais en dehors de ça, il n'y a rien d'acquis. Et aussi une question, c'est en dehors des fêtes médiévales, qu'est-ce que vous faites avec la troupe? Quelles sont vos activités? Comment est-ce que la troupe vit au cours de l'année? Alors, on fait beaucoup d'activités en dehors des fêtes médiévales. C'est-à-dire que nous, au niveau des Cerbères, on fait 5-6 fêtes médiévales, comme on pourrait l'entendre, comme Provins par exemple. Après, on va intervenir dans le milieu scolaire, parce que c'est au niveau des enfants, on apporte vraiment une plus-value pas négligeable du tout. C'est les professeurs qui nous en parlent, parce que ça... après, nous, on organise on organise et on participe à ce qu'on appelle des rassemblements off, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, où là, on est vraiment entre troupes, potentiellement avec beaucoup ou un peu moins de roleplay. Ça dépend des bastions, ce qu'on appelle des bastions. Et là, alors je ne vais pas vous cacher, on passe le week-end à se foutre sur la tronche. Voilà, ça c'est fait. Et partager surtout du temps ensemble. Mais voilà, donc la compagnie, on est sur des événements, ce qu'on appelle les événements officiels, les sorties, les fêtes médiévales, un petit peu de scolaire, les camps off, pour vraiment vivre notre médiéval que nous, en fait. Alors c'est un peu égoïste, mais c'est bien. Non, ça se comprend. Et quelles sont vos envies pour le futur? Est-ce que vous avez des projets ou des choses que vous dites, dans les prochaines années, on aimerait faire ci, ça Au niveau des Cerbères, nos objectifs, en règle générale, se situent autour des fêtes médiévales. Quand on a créé l'association, notre but, c'était faire la fête médiévale de Folleville. Chose qu'on fait maintenant, et avec grand plaisir. On est là entouré de gens. Folleville, c'est dans la Somme. Donc un objectif qu'on a acquis et qu'on est très content de faire et d'être reconnu par rapport, parce que c'est des troupes de très bonne qualité. Et les prochaines étapes, en fait, c'est des objectifs qu'on se donne. Ça serait participer à Azincourt, participer à Tifauge, qui sont des fêtes médiévales de France très 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 strictes et rigoureuses dans ce qu'ils recherchent dans leurs troupes. Ce qui prouverait aussi, c'est que nous, nos travaux ont vraiment donné... les confréries du Cerbère, il n'y a pas à chier, ils sont là, et ils sont propres, et ils font ce qu'il y a à faire, etc. C'est vraiment ça, c'est vraiment de dire on va s'inscrire dans les grandes troupes médiévales de reconstitution, potentiellement. C'est pour ça que, aussi, on va peut-être remettre en cause la source même de l'association en disant, si on veut aller plus loin, si les gens nous suivent, il va peut-être falloir faire de la reconstitution, donc ça veut dire prendre des personnages qui ont existé, reconstituer exactement ce qu'ils faisaient, etc., pour aller plus loin. Pour la presque conclusion, je laisse la dernière fois la parole à Christophe, qui va vous dire où vous pouvez en savoir plus sur la troupe. Alors, les Cerbères, donc on peut nous retrouver tous les 2 ans, donc on organise la médiévale de Saint-Martin-au-Bois dans l'Oise, donc là c'est en 2023 et après c'est tous les 2 ans. Et on peut nous retrouver aussi tous les ans, quasiment, à Folleville, donc dernier week-end d'août, à Bouillon, donc c'est le week-end du 15 août, enfin autour du week-end du 15 août. Donc, et puis après, on tourne pas mal dans le nord de la France, la Belgique aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous questionner, à dire que je suis beau. Donc on est sur Facebook. Donc la confrérie du Cerbère sur Facebook. On est sur YouTube également. On a pas mal de petites vidéos. Donc voilà, pour nous contacter, un petit messenger, un petit message, on répond assez rapidement. Donc voilà. Parce que on est assez attentif aux gens qui nous suivent, parce qu'on a des gens qui nous suivent depuis des années.
C'est vrai que sur certaines MED, on dit ah là là, oui, on vous a revu. Des fois, on est même impressionné de dire ah bon, on a quand même un fan club, des groupies. Non, donc nous suivre. Alors c'est surtout sur Facebook, sur Facebook, toutes nos dates d'actualité, on poste nos dates, les photos des camps qu'on vient faire, etc., etc. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur ces personnes qui reconstituent le Moyen-Âge. J'aurais bien sûr pu aborder plein d'autres sujets, plein d'autres parties de l'époque médiévale, mais c'est un exemple de ce qui peut se faire aujourd'hui en France. Je remercie bien sûr énormément toute la confrérie du Cerbère pour leur accueil très chaleureux. Vraiment, en fait, je n'aurais pas pu rêver mieux pour cet épisode. C'est exactement ce que j'avais envie de vous proposer. Donc, si vous les croisez lors d'une fête médiévale, n'hésitez pas à les saluer de ma part. Et merci aux auditeurs et auditrices qui m'ont accompagné une partie de samedi après-midi. J'ai été vraiment très contente de vous rencontrer. Et merci d'avoir pris des photos quand j'avais les mains prises par le micro. Donc, auditeurs, auditrices, si vous avez envie de faire de la reconstitution, par exemple, vous pouvez faire un petit peu comme j'ai fait, c'est-à-dire voir les troupes qui sont présentes dans les fêtes médiévales à côté de chez vous et les contacter, ou alors aller les voir directement dans les fêtes et poser des questions. Je pense que vous trouverez toujours quelqu'un pour vous répondre. Et si vous voulez en savoir encore plus sur la confrérie du Cerbère et si vous voulez voir les photos du camp, rendez-vous sur mon site passionmédiéviste.fr où là, comme d'habitude, je vous mettrai plein de photos et donc le lien est à retrouver comme d'habitude en description de l'épisode. Et profitez-en que vous êtes sur le site pour aller jeter une oreille aux autres épisodes de Passion médiéviste, alors que ce soit peut-être le format hors les murs, donc toujours les formats en immersion sonore dans des lieux où l'histoire médiévale est présente, ou alors le format classique avec les interviews de jeunes chercheurs et chercheuses, ou alors allez voir parmi les centaines d'épisodes que j'ai publiés jusqu'à présent. Dans le prochain épisode du format Hors les murs qui sortira, il sortira le mois prochain au moment où je sors cet épisode, on parlera alors encore un petit peu de reconstitution, mais ce ne sera pas le sujet principal et on ne sera pas du tout dans la même région parce qu'on partira pour le sud-ouest de la France pour explorer une abbaye en ruine. Et oui, à bientôt, salut!